Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire. Mais certains silences vous dévorent plus que la honte. J'avais 7 ans quand j'ai compris qu'on pouvait être détruite sans un mot. Chez nous, on disait que mon frère jouait avec moi. Mais ces jeux laissaient des marques violettes sur mes bras et un vide glacé dans ma poitrine. Chaque soir, je fermais les yeux en priant que quelqu'un voie ce qui se passait. Mais personne ne posait de questions. Personne ne voulait savoir. Et plus je grandissais, plus je devenais invisible. Je me souviens encore du premier soir où j'ai voulu disparaître. La lumière du couloir filtrait sous la porte, et je voyais son ombre se rapprocher. Il entrait sans bruit, comme un voleur. Il s'asseyait sur le bord de mon lit, et je faisais semblant de dormir. Parfois, je pensais qu'il finirait par se lasser. Mais plus je grandissais, plus il semblait satisfait de sa puissance. J'avais l'impression d'être une poupée qu'on pose et qu'on reprend quand on veut. Quand je sortais dehors, je cachais les bleus sous des manches longues, même en plein été. Les autres enfants me trouvaient étrange. Moi, je me disais qu'il fallait juste tenir encore un peu, qu'un jour quelqu'un remarquerait. Mais personne ne posait de questions. Et plus le silence s'installait, plus je me sentais coupable, comme si c'était moi qui avais provoqué tout ça. Il y avait un moment chaque soir où j'espérais que tout s'arrête. Quand la cloche de l'église sonnait 9 heures, je fermais les yeux très fort. Je priais, en silence. Mon Dieu, faites qu'il m'oublie ce soir. Mais il n'oubliait jamais. Et chaque matin, je devais regarder mon frère comme si rien ne s'était passé. Si vous comprenez ce qu'on ressent quand la peur devient une habitude, écrivez « Je comprends » dans les commentaires. Vos mots comptent plus que vous ne le pensez. Je devais avoir 8 ans le soir, où j'ai compris que la peur pouvait tuer. La porte a claqué si fort que les murs ont tremblé. L'odeur du cognac est entrée avant mon père. Je me suis réfugiée derrière le fauteuil, le cœur qui battait si vite que je croyais qu'il allait exploser. Ma mère était déjà dans un coin, les mains tremblantes, la tête baissée comme une enfant prise en faute. Il a crié des mots que je ne comprenais pas. Puis il s'est tourné vers moi. Ses pas résonnaient sur le carrelage comme un compte à rebours. Quand il m'a attrapée par les cheveux, j'ai senti un éclair blanc traverser ma tête. J'ai entendu ma mère chuchoter « Arrête !» sans oser lever les yeux. Il tirait si fort que je n'ai pas pu crier. Il y avait juste ce silence entre les cris, un silence plus cruel que tous les hurlements. Ce soir-là, j'ai su que personne ne viendrait me sauver. Après, il est sorti comme il était entré. La porte est restée ouverte. La lumière froide du couloir découpait le salon en deux. Je me suis assise par terre, incapable de bouger. Ma mère s'est approchée. Elle a voulu poser la main sur mon épaule, mais elle a renoncé. On est resté là, sans rien dire, chacune prisonnière d'une honte qu'on ne partageait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, le cuir chevelu brûlant. Je me suis promis qu'un jour je partirais, que je trouverais un endroit où il n'y aurait plus ces ombres sur les murs. Mais les promesses d'enfant sont fragiles, et chaque matin, je redevenais la fille qui se taisait. Si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Peut-être que, quelque part, quelqu'un a connu le même silence. J'avais 14 ans quand j'ai enfin trouvé le courage de parler. Un matin, j'ai attendu que mon père ait fini son café, le regard fixé sur la table. Ma voix tremblait quand j'ai dit que Tony me faisait du mal, qu'il venait dans ma chambre la nuit. Ma mère a baissé la tête, ses doigts serrés autour de sa tasse. J'ai cru qu'enfin, quelqu'un m'écouterait. Mais j'ai vite compris que la honte pesait plus lourd que la vérité. Mon père est resté silencieux une seconde. Puis, il a frappé la table si fort que le café s'est renversé. Il s'est levé d'un bond, et avant que je puisse me reculer, sa main est partie. Le coup m'a claqué l'oreille, un bruit sec qui m'a rendue sourde d'un côté pendant plusieurs heures. Il criait que j'étais une menteuse, une dépravée, que j'inventais tout pour salir la famille. Ma mère pleurait,
sans dire un mot pour me défendre. Je me suis retrouvée par terre, sonnée, avec un bourdonnement dans la tête qui couvrait ses hurlements. Je me suis dit que je n'essaierais plus jamais de parler, que c'était pire d'espérer et d'être trahi que de se taire. Tony est apparu derrière lui, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. Ce sourire m'a glacé plus que les gifles. Il savait qu'il avait gagné. Le soir, quand j'ai croisé son regard dans le couloir, j'ai compris que plus rien ne changerait. J'étais devenue la honte de la maison, celle qu'on ne regarde plus en face. C'est ce jour-là que j'ai décidé qu'un jour, je partirais. Même s'il fallait attendre des années, même si je devais tout laisser derrière. Mais à 14 ans, tout paraît insurmontable. Et je n'étais qu'une fille qu'on traitait comme un mensonge. Je crois que c'était le plus dur à supporter, plus encore que les coups. 3 fois, j'ai supplié ma mère de m'aider. La première fois, elle a posé sa main sur ma joue et elle a murmuré « Je suis désolée », comme si sa tristesse pouvait réparer mes nuits. La deuxième fois, elle m'a juste serré contre elle, sans oser dire un mot. Et la troisième fois, elle s'est contentée de détourner les yeux, comme si je n'existais plus. Je comprenais qu'elle avait peur. Peur de mon père, peur de perdre cette maison, peur de ce que les voisins diraient. Mais chaque fois qu'elle baissait la tête, je sentais une partie de moi s'éteindre. Comme si son silence confirmait que je n'étais pas digne d'être protégée. Il y avait des soirs où je la voyais prier dans la cuisine, son chapelet entre les doigts. Je me demandais si elle priait pour moi ou pour elle-même. Je me rappelle d'un matin où elle m'a prise à part, sa voix cassée par les larmes. Elle a dit « C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. » Et elle n'a pas fini sa phrase. Ce « je ne peux pas » résonne encore dans ma tête, toutes ces années plus tard. Je crois que j'aurais préféré qu'elle me déteste, plutôt qu'elle se taise. La haine est plus claire que l'indifférence. Avec le temps, j'ai compris qu'elle avait fait un choix. Elle a choisi de survivre, même si ça voulait dire me sacrifier. Ce choix, elle l'a payé toute sa vie. Mais moi, j'ai grandi avec cette certitude. Quand le danger entrait dans ma chambre, je n'étais pas seule, mais j'étais sans défense. Et parfois, c'est pire que la solitude. C'est un matin de juin que j'ai compris que la violence ne partirait plus jamais. J'étais dans la vigne. Le soleil tapait fort sur ma nuque. J'ai senti un vertige, un poids nouveau dans mon ventre. Au début, je me suis dit que c'était la fatigue. Mais quand mes règles ont cessé, j'ai su. J'avais 14 ans et j'étais enceinte de mon frère. Personne n'avait besoin de me le dire. Je le sentais jusque dans mes os. Je me suis regardée dans le miroir fêlé de la salle de bain. Mon corps avait toujours été à lui, depuis que j'étais petite. Maintenant, il avait laissé une trace que je ne pourrais plus effacer. Je posais les mains sur mon ventre, partagé entre le dégoût et une tendresse incompréhensible. C'était mon enfant, et en même temps, c'était le fruit de tout ce qui m'avait détruite. Les mois suivants ont été un supplice. Chaque matin, je devais attacher mes cheveux, mettre ma robe trop étroite et descendre prendre le petit déjeuner, comme si de rien n'était. Mon père ne me regardait plus. Ma mère gardait les yeux baissés. Tony, lui, croisait mon regard sans honte, comme si ma grossesse était une victoire silencieuse. Un soir, alors que je me couchais, j'ai senti le bébé bouger pour la première fois. J'ai mis la main sur mon ventre et j'ai compris que cette vie grandissait en moi. Quoi que je ressente. À cet instant, j'ai eu plus peur que jamais. Parce qu'un enfant, ça vous attache à votre pire cauchemar. Et qu'à 14 ans, je n'avais plus d'endroit où me réfugier, même pas dans mon propre corps. Quand mon ventre a commencé à s'arrondir, le silence est devenu plus lourd que jamais. Mon père refusait de prononcer mon nom. Un soir, après avoir vidé sa bouteille, il a décidé qu'il fallait un coupable. Il ne pouvait pas admettre que son fils avait sali la famille. Alors il a pointé du doigt le seul garçon qui avait été bon avec moi. Émile, le fils du boulanger.
celui qui, parfois, m'offrait un petit pain chaud quand je rentrais de l'école. Le lendemain, tout le village chuchotait. On racontait qu'Émile m'avait forcée, que j'étais trop honteuse pour l'avouer. La mère d'Émile est venue pleurer sur notre seuil, jurant que son fils n'avait jamais levé la main sur personne. Mais mon père l'a chassée, hurlant qu'elle devait partir avant qu'il ne perde patience. J'étais là, figée, incapable de dire un mot. Je savais que si j'ouvrais la bouche, ce serait encore pire. Quelques jours plus tard, Émile a disparu. On disait qu'il était parti chez un oncle, loin d'ici. Moi, je savais qu'il avait été chassé comme un animal. La nuit, je pleurais en silence, le cœur serré de l'avoir entraîné dans mon enfer. C'était la première fois que je comprenais que la honte peut dévorer des innocents autour de vous. Je n'ai jamais revu Émile. Parfois, je me demandais s'il avait compris pourquoi j'étais restée muette, s'il savait que mon silence était une question de survie. Mais la vérité, c'est que je ne le saurai jamais. Et c'est une des blessures qui ne s'effacent pas. Quand on invente un mensonge, on condamne des vies entières à porter un poids qui n'était pas le leur. Tony n'a jamais eu besoin de me menacer. Il savait que j'étais déjà brisée. Chaque matin, quand je descendais l'escalier, il m'attendait, adossé à la rampe, les bras croisés. Son regard me détaillait comme on observe une bête qu'on possède. Il n'avait pas peur. Il ne se cachait même plus. Parfois, il souriait, un sourire presque tendre qui me glaçait plus que la violence. C'était sa façon de dire qu'il avait gagné. Quand je passais devant lui, je retenais ma respiration. Il effleurait parfois mon épaule, comme pour rappeler qu'il pouvait tout recommencer quand il voulait. Il savait que personne ne le croirait coupable, qu'il n'aurait jamais à répondre de rien. Cette certitude le rendait presque tranquille, comme un prédateur qui n'a plus besoin de chasser. Il suffisait qu'il soit là pour que je me sente souillée. Les soirs étaient car les pires. Il se couchait le premier, comme un bon fils obéissant. Mais je savais qu'il m'attendait, que son silence était une promesse. Il n'y avait pas de cris, pas de gestes brusques, juste cette lenteur, cette assurance malade qui disait que j'étais à lui. Même après toutes ces années, je me rappelle le son de ses pas dans le couloir, ce froissement de tissu qui annonçait la fin de ma paix. Certains disent que le plus terrible, c'est la violence. Moi, je crois que c'est la normalité de la violence, quand elle devient un rituel, une habitude qu'on n'a plus la force de contester. Tony n'avait pas besoin de hurler pour me détruire. Il lui suffisait de me regarder comme si je n'étais rien d'autre qu'un objet qu'il avait pris et qu'il ne rendrait jamais. Je croyais qu'avec le temps, les regards finiraient par s'adoucir. Mais plus mon ventre grossissait, plus les chuchotements se faisaient insistants. Dans la vigne, je sentais les yeux des ouvriers glisser sur moi comme des lames. Ils ne disaient rien, mais leur silence était un jugement. Chaque matin, je devais me lever avant l'aube, attacher mes cheveux, supporter les nausées et ramasser les grappes de raisin comme si je n'étais pas une fille de 14 ans, portant l'enfant de son frère. Les robes devenaient trop petites. Ma mère me tendait des tissus pour que je couse moi-même des vêtements qui puissent cacher un peu ma honte. Mais rien ne la dissimulait vraiment. La honte s'accrochait à ma peau, à mes gestes, à mon silence. Parfois, je surprenais le regard satisfait de Tony, comme s'il contemplait le résultat de son œuvre. C'était pire que la haine. C'était la certitude qu'il n'éprouvait aucun remords. Un soir, alors que je rentrais de la vigne, je me suis arrêtée devant la porte. Je n'avais plus envie d'entrer. Je voulais disparaître, me fondre dans l'obscurité, redevenir une enfant sans histoire. Mais je ne pouvais pas fuir. Chaque pas me rappelait que je portais d'une vie qui m'obligerait à rester. La grossesse, c'était une prison sans mur, une condamnation qui grandissait en moi. Je me suis souvent demandé si cet enfant sentirait un jour d'où il venait, si, dans son regard, je verrais celui de Tony. Et je priais chaque nuit pour qu'il ait une chance de ne pas porter le même fardeau. Mais au fond, je savais déjà qu'aucune prière ne pourrait effacer cette vérité.
Parce qu'il n'y a pas de pardon quand la honte est devenue votre seul langage. J'ai accouché un matin de septembre, seule dans ma chambre. Ma mère m'a tendu une bassine d'eau et des linges, sans oser me regarder. Le travail a duré des heures. Quand j'ai enfin senti son petit corps glisser hors du mien, j'ai cru que je ne respirerais plus jamais pareil. Il avait les yeux de Tony. Pendant un instant, j'ai fermé les paupières pour ne pas voir. Puis je l'ai serré contre moi, et j'ai su que je devrais partir. Pas seulement pour moi, mais pour lui. Les jours suivants, je me réveillais avec la même pensée. Si je restais, mon fils grandirait dans cette maison de violence et de silence. Il apprendrait qu'on peut posséder un corps comme on possède une terre, qu'un cri n'est qu'un bruit qu'on finit par oublier. Alors une nuit d'août, j'ai pris une couverture, quelques vêtements, et je l'ai enveloppé tout contre moi. Son souffle chaud me donnait la force que je n'avais plus. Je suis sortie sans bruit. Le portail grinçait un peu, comme pour avertir que je fuyais. Chaque pas me semblait irréel. Il dormait contre ma poitrine, si léger, si fragile. Je me disais qu'il avait droit à une autre vie. Une vie sans un grand-père ivre et une mère réduite au silence. Quand j'ai atteint le chemin qui menait à la nationale, j'ai cru que c'était fait, que personne ne viendrait. Mais les phares sont apparus derrière moi. Mon père est descendu, sans un mot. Il s'est approché. Son regard ne quittait pas le visage du bébé. Quand il a parlé, sa voix était presque douce. « Si tu pars, je le tue. » Ses doigts ont effleuré la joue de mon fils. J'ai senti mon cœur se briser. Je n'ai pas supplié. Je savais qu'il ne bluffait pas. Il m'a ramené à la maison comme on ramène une bête. Cette nuit-là, j'ai compris qu'on pouvait perdre sa liberté par amour. Au début, je pensais que la honte était un poids qu'on sentait sur la poitrine, qu'elle vous étouffait jusqu'à vous briser. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle se glissait partout, qu'elle devenait une seconde peau. Le matin, je préparais le biberon de mon fils. Je le berçais sans un mot, pendant que ma mère passait derrière moi comme une ombre. Parfois, elle s'arrêtait, posait la main sur mon épaule, puis repartait sans rien dire. On vivait toutes les deux dans la même prison. Les voisins faisaient fort semblant de ne rien voir. Ils savaient, bien sûr. Le ventre rond, le silence, le garçon chassé. Tout le monde savait. Mais personne ne venait frapper à la porte. Dans le village, on préférait les histoires qu'on n'avait pas besoin d'entendre. Alors je suis devenue invisible, une fille sans nom, une mère trop jeune qu'on regardait à peine. Tony continuait à croiser mon regard comme si rien n'avait changé. Il passait devant moi, effleurait parfois la joue du bébé d'un geste presque tendre. C'était la pire des violences, cette normalité. Comme si tout était réglé, comme si je devais accepter que ma vie n'était plus qu'une succession de silences et de faux semblants. Je me disais que si je me taisais assez longtemps, je finirais par cesser de ressentir. Mais chaque soir, quand je posais mon fils dans son berceau, je sentais une brûlure derrière les paupières. Je savais qu'un jour il poserait des questions, qu'il voudrait comprendre pourquoi personne ne l'avait protégé. Et je n'aurais aucune réponse à lui donner, parce que la honte est un poison lent. Elle s'insinue en vous jusqu'à vous persuader que vous méritez tout ce qu'on vous fait. C'est arrivé un après-midi de février. L'air était glacé, mais dans la maison, l'atmosphère semblait plus étouffante que jamais. Mon père est rentré sans un mot, le visage fermé. Il a déposé son manteau, s'est assis à la table. Je l'ai regardé poser sa main sur sa poitrine, son regard devenir flou. Il n'a pas crié. Il est tombé de sa chaise, le corps lourd, comme un sac qu'on abandonne. Un silence si dense qu'il paraissait avaler l'air. Je suis restée debout, mon fils contre moi. Ma mère, elle, n'a pas bougé non plus. Nos yeux se sont croisés. Elle ne pleurait pas. Moi non plus. Pendant un long moment, on est resté là, sans un geste. Il n'y avait rien à dire, rien à faire. C'était comme si tout s'était déjà terminé bien avant ce jour. Finalement,
Elle a tourné les talons et a monté l'escalier. Moi, j'ai serré un peu plus fort mon enfant. Puis, j'ai suivi, sans me retourner. C'est Tony qui l'a trouvée un peu plus tard. Il a poussé un juron, s'est accroupi près du corps. Sa voix tremblait quand il a appelé le médecin. Dans l'escalier, j'écoutais sans bouger. Je pensais que c'était une fin minuscule pour un homme qui avait fait tant de mal. Une fin presque dérisoire. Rien qui ressemble à la justice. Juste un corps froid, étendu sur le carrelage. Quand le médecin est arrivé, il n'a rien pu que confirmer ce qu'on savait déjà. La mort avait eu raison de sa colère. Mais elle avait laissé ses traces partout, dans les murs, dans nos corps, dans nos silences. Ce soir-là, je me suis demandé si on était enfin libre ou juste orpheline d'un bourreau. Et je n'ai pas trouvé la réponse. Je me souviens du jour des funérailles comme d'un rêve froid. L'église était pleine de voisins qui baissaient les yeux quand je passais. Ils faisaient semblant de prier pour l'âme d'un homme qu'ils savaient violent. Ma mère se tenait près du cercueil, le visage sans expression. Moi, je restais un peu en retrait, mon fils serré contre moi, comme un talisman contre tout ce qui nous avait détruits. Tony, lui, se tenait à l'avant, droit, les mains croisées sur sa poitrine. Il ne pleurait pas, il ne semblait même pas triste. Il écoutait le prêtre réciter des mots vides, dignité, héritage, famille, avec cet air satisfait qui me glaçait le sang. C'était comme s'il savourait en silence sa victoire, comme si, enfin, il pouvait prendre la place qu'il avait toujours convoitée. Quand la cérémonie a pris fin, il s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai rien vu. Pas de regret, pas de colère, pas même de fierté. Juste un vide tranquille, comme si j'étais déjà sortie de son monde. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus brisé. Ce silence plus violent que tous les coups. Je me suis demandé si, un jour, il paierait pour ce qu'il avait fait, si le poids de ses actes finirait par le rattraper. Mais je n'y croyais pas vraiment, parce que dans cette famille, l'injustice était une habitude. Et moi, j'étais fatiguée de porter seule la mémoire de ce qu'on m'avait volé. Quelques jours après l'enterrement, le notaire est venu. Il portait un manteau noir et une mallette qui semblait contenir tout ce qui restait de la vie de mon père. Nous étions assis dans le salon glacé, ma mère, Tony et moi. Le bébé endormi sur mes genoux. Le notaire a ouvert ses papiers, la voix égale, comme s'il parlait d'un inconnu. Et chaque mot qu'il prononçait enfonçait un peu plus le clou de l'humiliation. À mon fils aîné, Tony, je lègue la maison familiale, les vignes et la totalité de mes biens. Il a marqué une pause. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la suite. À ma femme, une rente suffisante pour subvenir à ses besoins. Puis, le silence. Pas un mot sur moi, pas un mot sur l'enfant. Comme si nous n'avions jamais existé. Comme si, même mort, il avait trouvé le moyen de me punir encore. Tony n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, le regard froid. Ma mère s'est essuyé les yeux d'un geste machinal. Moi, je suis restée droite, les bras serrés autour de mon fils. Je ne voulais pas qu'il voie tant ma colère, ni ma honte, ni cette douleur muette qui me disait qu'il avait gagné jusqu'au bout, qu'il avait réussi à m'effacer de sa mémoire comme on raye un nom d'un registre. Quand le notaire est parti, la maison m'a paru encore plus étrangère. Je savais que je ne resterais pas. Pas après ça. Il n'avait rien laissé, sauf une certitude. Je n'avais jamais compté pour lui. Et dans ce silence qui suivit la lecture, j'ai senti que ma décision était prise. Un jour, je partirai pour que mon fils n'hérite pas de cette malédiction. La messe du 7e jour a eu lieu par un matin glacé. Je me tenais dans l'allée, le manteau trop grand sur les épaules. Mon fils endormi contre moi. Les prières résonnaient dans l'église, des mots que je n'écoutais plus depuis longtemps. Je regardais le vitrail, la lumière pâle qui dessinait des ombres colorées sur les bancs. Je pensais que ma vie se résumait à ça. Être là sans rien sentir, sans rien attendre. Quand la cérémonie s'est achevée,
Les voisins se sont approchés un à un. Ils disaient des phrases qu'on dit par habitude. Il était un homme droit. Il veillera sur vous de là-haut. Je hochai la tête, incapable de répondre. Puis j'ai vu Madame Lefebvre. Elle se tenait un peu à l'écart, les mains serrées sur son sac. Son regard fuyait le mien. Mais quand je suis passée devant elle, elle a posé sa main sur mon bras. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une enveloppe épaisse. Sa voix tremblait quand elle a murmuré « Je ne peux plus me taire. J'ai trop vu, trop entendu. Tu dois partir pour lui, pour toi. » Elle a baissé les yeux. Moi, je restais immobile. Je ne comprenais pas encore que c'était la première main tendue depuis des années. Elle a glissé l'enveloppe dans ma poche. Et sans un mot de plus, elle est sortie. Je suis restée seule dans l'église presque vide. J'ai serré mon fils contre ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une chaleur étrange, une lueur minuscule. Peut-être qu'il restait encore un endroit où aller. Peut-être que je n'étais pas entièrement invisible. Ce soir-là, en rentrant, j'ai compris que la peur n'était pas la seule vérité qui me définissait. La nuit est tombée plus vite que d'habitude. Je suis restée longtemps assise près du berceau, l'enveloppe sur mes genoux. Je la tournais entre mes doigts, comme si elle pouvait me brûler. Dedans, il y avait assez d'argent pour partir, pour disparaître, et un petit bout de papier avec un nom, une adresse, à Lyon. Je lisais ces mots, encore et encore, le cœur battant. Pour la première fois, je n'avais pas seulement envie de fuir. J'étais prête. Je me suis levée, j'ai rangé quelques vêtements dans un drap. J'ai pris une couverture, un biberon, un peu de farine et une photo de ma mère quand elle était jeune. Rien d'autre. Pas un souvenir de cette maison. Pas un objet qui pourrait me retenir. Quand je suis passée devant la chambre de ma mère, elle n'a pas ouvert la porte. Je crois qu'elle savait. Et qu'elle avait décidé de ne rien dire. J'ai descendu l'escalier sans un bruit. Tony dormait dans le fauteuil, la tête renversée, le souffle lourd. Je l'ai regardé une dernière fois. Il n'y avait rien en moi, ni haine, ni pitié. Seulement un vide sec, comme une page qu'on tourne. J'ai poussé la porte. L'air de février m'a coupé le visage. Mais je n'ai pas hésité. J'ai senti que je respirais enfin. Dans la nuit noire, j'ai marché vers la route. Mon fils dormait contre moi, sa chaleur contre mon cœur. Chaque pas était un adieu. À mon père, à mon frère, à la fille que j'avais été. J'ai su que je ne reviendrais jamais, et que, peut-être, c'était ça, la seule victoire que je pouvais espérer. Le mari de Madame Lefebvre m'a attendu au bout du chemin, dans une vieille camionnette qui sentait la paille et le gasoil. Il ne m'a pas posé de questions. Il a juste pris ma valise et m'a aidé à monter. Le moteur a toussé, puis la route s'est mise à défiler. Je regardais la maison disparaître derrière nous, la silhouette que j'avais crainte toute ma vie fondre dans la nuit. J'ai serré mon fils contre moi. Il dormait sans savoir qu'on venait d'effacer son histoire. Le voyage jusqu'à Lyon a duré des heures. La lune suivait la camionnette comme un œil bienveillant. Je pensais à la femme dont le nom était écrit sur le papier. Une certaine Madame Perrin. Je ne savais pas si elle me prendrait, si elle me dénoncerait, si elle comprendrait. Mais je savais que je n'avais plus le choix. Revenir, c'était mourir. Partir, c'était au moins essayer. À l'aube, la camionnette s'est arrêtée devant une grande maison de pierre, un peu fatiguée par les années. La porte s'est ouverte sur une femme en robe de laine, le regard sévère. Elle m'a observé longuement. Puis elle a tendu les bras vers l'enfant. « Entrez !» a-t-elle murmuré. Sa voix était rude, mais pas hostile. Je me suis dit que peut-être c'était déjà une forme de miséricorde. Quand je suis montée dans la petite chambre qu'elle m'a donnée, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le lit étroit. J'ai posé mon fils près de moi. J'ai senti que tout ce que j'avais connu s'était effondré derrière moi. Et pourtant, pour la première fois, je n'avais pas peur.
Seulement un grand vide où quelque chose de neuf pourrait pousser, si je survivais assez longtemps. La nuit est tombée sur la maison comme un voile épais. Dans la petite chambre sous le toit, je me suis assise près de la fenêtre. Le silence était plus profond qu'à la campagne. Pas un cri, pas un pas, juste le souffle régulier de mon fils endormi. Je me suis dit que c'était ça, la liberté. Un espace où rien ni personne ne vous guette. Et pourtant, je ne ressentais pas de joie. Seulement un vide que je ne savais pas nommer. Je me suis allongée, tout habillée, les bras serrés contre moi. J'ai fermé les yeux, espérant trouver un peu de repos. Mais le sommeil ne venait pas. Dans le noir, je revoyais le visage de mon père, le sourire de Tony, les regards fuyants des voisins. Tout ce que j'avais fui semblait s'être glissé dans mes souvenirs pour me poursuivre. Je me suis demandé si un jour je pourrais vraiment oublier. Vers minuit, je me suis levée. J'ai marché jusqu'au berceau improvisé dans un vieux tiroir. J'ai posé ma main sur le ventre de mon fils. Il respirait paisiblement. J'ai compris que, même si je n'avais plus rien, j'avais cette vie fragile à protéger. Et qu'au fond, c'était peut-être la seule chose qui comptait encore. Quand l'aube s'est levée, mes paupières brûlaient, mais je ne regrettais pas. Dans ce vide, il y avait une forme de paix. Pas le bonheur, pas encore, mais le soulagement de n'appartenir à personne. Et je me suis promis qu'ici, personne ne poserait jamais la main sur lui comme on l'avait fait sur moi. Les semaines ont passé comme un long brouillard. Je travaillais dans la pension de Madame Perrin. Je nettoyais les chambres, je lavais le linge, je préparais le petit déjeuner pour les pensionnaires. Personne ne posait de questions. On m'appelait la jeune femme silencieuse avec un bébé. Et c'était tout ce que je voulais être. Un nom inventé, une histoire qu'on ne raconterait jamais. Les hommes passaient parfois dans le couloir. Certains étaient impolis, d'autres plus insistants. Mais je ne levais jamais les yeux. Mon corps était devenu un territoire interdit. Rien qu'un contact me donnait envie de disparaître. J'avais décidé qu'aucun homme n'y entrerait plus. Ni avec la violence, ni avec la tendresse. Je ne voulais plus rien devoir à personne. Je voyais bien que Madame Perrin s'inquiétait. Elle me disait que j'étais jeune, que la vie ne s'arrêtait pas après un malheur. Je souriais sans répondre. Si elle avait su. Si elle avait vu ce que j'avais vu. Peut-être qu'elle aurait compris que parfois, l'amour est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Que certaines blessures vous ferment à tout ce qui ressemble à un désir. Les années ont passé. J'ai élevé mon fils seul. Il grandissait, il riait, il posait 1000 questions. Il était la seule tendresse que j'acceptais encore. Et chaque fois qu'un homme essayait de s'approcher, je me souvenais de la promesse que je m'étais faite dans la nuit glaciale où j'avais fui. Je ne donnerai plus jamais à personne le pouvoir de me briser. Il a grandi sans rien savoir. Pour lui, je m'appelais Jeanne Perrin, une mère veuve venue de la campagne. C'était la seule histoire que je savais raconter sans trembler. Il ne posait pas de questions. Il croyait ce que je lui donnais comme vérité. Et moi, chaque matin, je remerciais Dieu qu'il n'ait pas hérité des yeux de Tony. Il avait un autre regard, une lumière à lui, comme une promesse que le passé ne gagnerait pas toujours. Il était curieux, avide d'apprendre. À l'école, les maîtresses disaient qu'il avait un esprit brillant. Je travaillais plus tard le soir pour payer ses livres. Parfois, quand il dormait, je restais près de son lit, la main posée sur son front. Je me demandais si un jour je trouverais le courage de lui dire. Mais je savais que je n'en étais pas capable. Peut-être qu'un jour, il me jugerait. Peut-être qu'il me pardonnerait. Mais je n'avais pas la force de risquer son regard. Les années sont passées. Il est devenu un jeune homme droit, respectueux, tout ce que son père n'avait jamais été. Quand il a eu 20 ans, il m'a annoncé qu'il voulait enseigner. J'ai senti une fierté qui m'a presque fait mal. Il n'était pas seulement mon fils. Il était la preuve qu'on pouvait naître d'un crime et devenir autre chose qu'un fardeau. Parfois, je croisais son reflet dans une vitre
et je voyais un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme libre. C'était mon plus grand secret. Je l'avais protégé de la vérité, au prix de mon propre silence. Et je savais que je porterais ce silence jusqu'au bout. J'ai décidé de changer de nom peu après mon arrivée à Lyon. Pas seulement pour me cacher, mais pour devenir quelqu'un d'autre. Une femme qui n'avait pas été salie. Une mère qui pouvait lever les yeux sans honte. J'ai brûlé les papiers de mon ancienne vie dans le vieux poêle de la pension. En regardant les flammes dévorer chaque lettre, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Je suis devenue Jeanne Perrin, née en 1949, veuve sans histoire. Personne ne m'a demandé pourquoi je n'avais pas de famille. Dans les grandes villes, on ne s'étonne pas de la solitude. Le premier jour où j'ai signé ce nouveau nom, ma main tremblait. Mais au fond, je savais que c'était la seule façon de survivre. Mourir à l'ancienne moi pour que mon fils ait une chance. Les années ont passé. Le faux acte de naissance est devenu une simple formalité administrative. Mais pour moi, c'était un talisman. La preuve qu'on peut recommencer, même si rien n'efface vraiment les cicatrices. Quand je marchais dans la rue, j'entendais parfois quelqu'un m'appeler « Madame Perrin ». Je me retournais toujours avec un battement de cœur. Puis je me souvenais. Personne ne cherchait la fille du vignoble. Ce nom m'a protégée. Il m'a permis de devenir autre chose qu'une victime. Je savais que ce mensonge finirait peut-être par me rattraper. Mais je préférais 1000 fois être une inconnue qu'un souvenir de honte. Et chaque fois que je voyais mon fils sourire, je me disais que ce nom nouveau était peut-être ce qui m'avait sauvée pour de bon. Je n'ai jamais pensé que je raconterais un jour toute cette histoire. Pendant des années, j'ai cru que le silence me protégerait. Que si personne ne savait, je pourrais faire semblant d'être une autre. Mais le silence est une prison qui vous suit partout. Même quand on change de nom, même quand on traverse la ville pour recommencer. Il suffit d'un parfum de raisin, d'une gorgée de vin oubliée dans un verre, pour que tout revienne comme une brûlure. Je n'ai jamais pu supporter le goût du cognac. Rien ne me rappelle plus la peur que cette odeur sucrée et amère, celle qui collait au mur et à ses mains. J'ai eu honte, souvent. Honte de ne pas avoir fui plus tôt. Honte d'avoir élevé mon fils sans jamais lui dire la vérité. Mais je ne voulais pas qu'il sache qu'il était né de la nuit et de la violence. Il méritait une enfance sans ce poison. Si je me suis tue, ce n'était pas par lâcheté, c'était par amour, et parce que je voulais au moins sauver une partie de ce qui avait été détruit. Aujourd'hui, je n'attends plus le pardon. Je ne cherche pas à effacer ce qui s'est passé. Je sais que certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Quand je ferme les yeux, je revois les vignes, le cognac dans la bouteille, la main qui se tend pour frapper. Je n'ai pas trouvé la paix totale. Mais j'ai trouvé autre chose. La certitude que je ne suis pas qu'une victime. Je suis une survivante, et personne ne peut m'arracher cette part-là. Si je parle, c'est pour celles qui n'ont jamais eu la chance de partir. Celles qui ferment encore les yeux en pensant qu'elles n'ont pas de choix. Je leur dis, vous avez le droit d'exister, même cabossé, même brisé. Et si un jour quelqu'un vous juge, souvenez-vous que Dieu connaît la vérité de vos cœurs, et que c'est tout ce qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot en commentaire, et dites-moi, d'où écoutez-vous ces mots? Peut-être que, ensemble, nous briserons un peu le silence.